Hello, hello! Bienvenue dans la saison 6 de Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de 2 grands ados et complètement accro au voyage. Dans ce podcast, on tord le cou à cette idée folle que voyager avec des enfants, ça ne sert à rien puisqu'ils ne s'en souviendront pas. Mais que nenni! Et mes invités le prouvent chaque semaine. Ici, on parle voyage à pied, à vélo, en voiture, en camping-car et même tour du monde. Les parents voyageurs partagent leurs itinéraires et racontent leurs activités avec les enfants, les spécialités locales à savourer, les galères à éviter et même leur budget. De quoi vous donner plein d'idées pour vos prochaines vacances en famille. Si vous aimez écouter ce podcast, si vous avez ajouté des destinations sur la liste de vos envies, c'est le bon moment pour me le dire et me soutenir en vous abonnant, en laissant un joli commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Je sais que tous les podcasteurs vous le demandent et qu'on finit par ne plus l'entendre, mais c'est vraiment la récompense pour tout ce travail fait maison. Alors merci à ceux qui l'ont déjà fait et pour tous les autres, je compte sur vous. Allez hop, nouvelle conversation. Juliette et Hubert sont partis voguer sur les mers et les océans du globe avec leurs 4 enfants de 12, 9, 6 et 3 ans pendant 4 ans. Partis de La Rochelle en juillet 2020, ils ont navigué pendant 3 ans avant d'arriver en Nouvelle-Zélande où Juliette nous avait raconté leur traversée mythique du Pacifique, la Polynésie et d'autres îles sympas dans les épisodes 84 et 85. Vous avez réclamé la suite. Juliette a donc repris le micro pour nous conter le voyage retour pendant lequel il y a eu encore de bien belles découvertes comme le détroit de Torres en mer de Corail, les îles Keeling, un archipel australien au milieu de l'océan Indien, l'Afrique du Sud et la Namibie, de belles récompenses après les difficiles navigations dans le coin, la célèbre Sainte-Hélène, un petit bijou britannique, ou encore le carnaval brésilien ou les Bahamas pour un shoot de turquoise avant de rentrer en France. Vous allez voir qu'ils n'ont pas chômé pendant ces 4 années et que certaines navigations n'ont pas été un long océan tranquille, mais quel voyage de dingue! Et si un périple au long cours vous titille, écoutez bien les tips de Juliette. Je parie que vous allez suivre le premier dès la fin de l'épisode. Allez, c'est parti pour le carnet de bord de Juliette entre la Nouvelle-Zélande et la France. Hello Juliette! Hello Stéphanie. Comment ça va? Ça va très bien, ça fait plaisir de te réentendre. Mais oui, c'est trop chouette de se retrouver après, ça fait un moment maintenant. Quand est-ce qu'on s'est parlé la dernière fois? Vous étiez en Nouvelle-Zélande. Là, ça va faire quasi 2 ans, je pense. Là, vous n'avez pas l'image, mais je fais une tête de, c'est pas possible. Le temps passe vraiment trop vite. Rentrons vite dans le vif du sujet. Pour ceux qui n'ont pas suivi, évidemment, je vous renvoie aux précédents épisodes qui racontent tout le début. Alors pas tout le début, en fait, on avait déjà fait un truc un peu au milieu, parce que je voulais surtout que tu nous parles de la traversée du Pacifique. Mais bon, pour le début de l'histoire, la jeunesse, tout ça, vous avez ça dans les épisodes précédents. On va quand même juste, pour ceux qui te connaissent pas encore, refaire un tout petit point sur toi, ta famille et les voyageurs que vous êtes. Exactement. Du coup, moi, c'est Juliette, j'ai 41 ans et je suis mariée avec Hubert et ensemble, on a 4 enfants. Donc, il y a Louise qui a bientôt 16 ans, Agathe 13, Paul 10 et Bertie qui a 7 ans et demi. Et on a toujours voyagé étant petits avec nos parents et donc, ça allait de soi que quand on s'est rencontrés, on a dit qu'on ferait un grand voyage avec nos enfants quand on aurait fondé notre famille. Et voilà, et donc on est parti 4 ans en bateau faire le tour du monde avec nos enfants. 4 ans, c'est pas ce qui était prévu au départ, non? À la base, c'était 3, mais ça pouvait glisser sur 4. On avait dit 3 ou 4. Bon, forcément, c'était 4. Ça pouvait glisser, oui. Oui, on avait une histoire d'année sabbatique 2 fois 24 mois, donc ça pouvait glisser jusqu'à 48 mois. Et donc, vous avez fait le maximum, vous avez profité à fond. À fond, ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement quand est-ce que vous êtes partis et l'itinéraire que vous avez suivi jusqu'en Nouvelle-Zélande, pour qu'on se mette un peu dans le contexte? Ouais, bien sûr. On est parti dans le contexte en plein milieu du Covid, en octobre 2020, après la grosse première vague et juste avant la seconde. Et on est parti de La Rochelle parce que le bateau était construit là-bas. On a été jusqu'aux Canaries, au Cap-Vert. On a traversé l'Atlantique jusqu'en Guyane. Et après, on a remonté les Antilles jusqu'en République dominicaine, en s'arrêtant sur toutes les îles où on pouvait et qui n'étaient pas fermées à cause du Covid. Donc, on a passé 9 mois aux Antilles. Et après, donc, on a mis le cap sur les petites îles qui sont au nord du Venezuela, qui s'appellent Curaçao, les îles hollandaises, puis la Colombie, Panama. Et de là, on a fait le grand saut pour aller dans le Pacifique. Donc, on a navigué pendant 3 semaines pour rejoindre les Marquises. Puis, on a passé 9 mois en Polynésie française. On en avait parlé la dernière fois. Et de Polynésie, on est allé à Wallis, une petite île française, puis aux Fidji, puis en Nouvelle-Zélande. Et on s'est arrêté en Nouvelle-Zélande avec toi.
Oui et vous deviez pas y rester si longtemps que ça et en fait, vous êtes restés un petit moment en Nouvelle-Zélande. C'est ça, on a eu un petit pépin avec le bateau, pas mal de travaux à faire et donc pour notre grande joie finalement, parce qu'on a retourné ça, de manière positive, on est resté 6 mois quasi en Nouvelle-Zélande. Enfin pas quasi, même 6 mois presque et demi et on a adoré profiter de la Nouvelle-Zélande. À partir de là, vous saviez, déjà que vous prolongiez ou pas? Je me souviens plus exactement. Oui, oui, on a su qu'on prolongeait assez vite en fait. Dès qu'on était bloqués à cause du Covid aux Antilles, c'était au Panama qu'on a pris la décision de faire l'année supplémentaire. Donc c'était en décembre 2021 quoi, donc c'était assez tôt. On était en retard, on a vu qu'on n'arriverait pas à boucler le tour du monde et comme, on voulait faire le tour du monde, on s'est rajouté une année. Ça aurait été dommage de pas le faire. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire le résumé de l'itinéraire que vous avez suivi à partir de la Nouvelle-Zélande et après on rentre dans le vif du sujet? Ouais, donc de Nouvelle-Zélande, on a quitté, c'était il y a 1 an et demi, donc c'était en juin 2023. Donc il nous restait plus qu'1 an pour rentrer en France, ce qui est énorme en fait, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est quand même les antipodes de la France. Donc de Nouvelle-Zélande, on a quitté pour la Nouvelle-Calédonie. On est resté très peu de temps en Nouvelle-Calédonie parce qu'on était en retard sur notre programme, donc on a dû rattraper, on est resté quoi 8 jours, c'était pas assez, mais bon. Ah oui, effectivement. Bah ouais, on n'avait pas trop le choix. Après on a galopé jusqu'en Indonésie, en passant juste au nord de l'Australie, au détroit de Torres, là, c'était assez magique. On a passé 1 mois presque et demi en Indonésie, entre Komodo et jusqu'à Bali. Après, on a pris le large vers les petites îles qui s'appellent les Cocos Keeling, qui sont au nord-ouest de l'Australie, tout à l'ouest, en plein milieu de l'océan Indien. Puis Rodrigue, Maurice, Madagascar, la Réunion, j'ai oublié entre Maurice et Madagascar. Moi, je dis Madagascar, mais on a passé une seule nuit à Madagascar parce qu'on s'abritait d'une tempête. Mais on y est allé du coup. L'Afrique du Sud, la Namibie, la petite île de Sainte-Hélène au milieu de l'océan Atlantique Sud, le Brésil. Et puis après, on est remonté par les Antilles. On n'a pas été très longtemps aux Antilles parce qu'on les avait déjà pas mal cumulées la première année. On a filé aux Bahamas où on voulait passer du temps et on a passé quasi 2 mois là-bas. Les Bahamas, les Bermudes, et puis après on est rentré en France. On voulait s'arrêter aux Açores, mais on n'a pas pu, malheureusement la météo n'a pas voulu. Et on venait arriver en France, et quasi 1 an après avoir quitté la Nouvelle-Zélande le fin juin 2024. Waouh! Tout ça en 1 an, ça paraît, complètement fou. Alors on va pas décrire, étape par étape parce que sinon, on y est encore l'année prochaine. Est-ce que tu peux, choisir les moments qui vraiment ont été marquants, de façon, j'allais dire positive ou pas? Peut-être que vous avez eu quelques petits soucis et ça, on aime bien quand même quand ça se finit bien. Mais c'est toujours, intéressant, surtout quand on est en bateau, de voir que c'est pas forcément qu'un long fleuve tranquille, c'est pas un fleuve, c'est un océan, mais bon, peu importe, on a compris. Est-ce que donc tu peux reprendre de la Nouvelle-Zélande? Et ben, on va te suivre en fait, je vais t'écouter nous raconter ton voyage, avec, les moments que tu auras choisis. Donc on quitte la Nouvelle-Zélande, donc 23 juin, je me souviens bien de la date 2023. Nos amis sont tous déjà partis depuis au moins 3 mois. Ils sont genre partis en mars, avril. Donc nous, on est à la bourre. On est les seuls qui étaient restés en Nouvelle-Zélande. C'est l'hiver, il fait froid en Nouvelle-Zélande, il fait 5 le matin. On se gèle sévèrement. Mais voilà, le bateau est remis à l'eau, les travaux sont finis et on est très heureux de partir. On part avec une fenêtre météo dégueu, mais en même temps, c'était la moins pire qu'on avait. Donc, on s'est fait 8 jours de nav entre la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie, mais c'était une de nos pires navigations. On avait 4,50 m de vagues à 4 secondes d'écart. En fait, c'est des vagues très rapprochées sur le côté, donc c'était vraiment pas très agréable. Mais en même temps, c'était un peu comme il fallait qu'on fuit, quoi. Il fallait qu'on s'enfuit de la Nouvelle-Zélande. Donc, on arrive en Nouvelle-Calédonie après cette nave houleuse et on avait pas mal de petites choses à refaire sur le bateau après ça. Donc on arrive en Nouvelle-Calédonie super soulagés parce que déjà c'était une grosse étape de fait de quitter la Nouvelle-Zélande. Et bon, on a fait des petites babioles à faire sur le bateau encore, finaliser la remise à l'eau après 6 mois à terre. Donc c'était plein de petites choses à régler. Donc on n'a pas trop profité de la Nouvelle-Calédonie malheureusement, mais un petit peu quand même. On a visité un peu. Et on est reparti parce qu'en fait, on avait des amis qui arrivaient début août à Komodo, en Indonésie. Et on avait une grosse partie du globe à faire pour les rejoindre et pour ne pas être à la bourre. C'était combien de temps de navigation entre les 2? On a dû mettre quasi 3 semaines en fait. Comme le Pacifique? Ouais, quasi. Sauf qu'on a eu de la chance, on a pu dormir parce qu'en fait, on longe l'Australie, donc on est rentré dans la barrière de corail.
On a navigué plusieurs jours dans la barrière de corail, ce qui était hyper sympa parce que c'est à l'abri des vagues et tout, c'était super, dans de l'eau turquoise, c'était sympa comme nav. On croisait pas mal de bateaux et donc c'est un peu plus reposant. Et on a dormi une nuit au mouillage, donc on s'est posé une nuit au milieu de cette grande navigation, c'était génial, sur un petit îlot désertique au milieu du détroit de Torres. Et après, on est reparti pour 6 jours, je crois, jusqu'en Indonésie. Et là, on arrive en Indonésie, mais on était tout à l'est de l'Indonésie, parce que l'Indonésie, c'est énorme. Donc, on n'était pas encore arrivé. Il nous restait encore 1000 milles, soit quasi 2000 kilomètres, quoi. Et là, on était le 24 juillet et nos amis arrivaient début août, quoi. Donc, il fallait qu'on y aille. Et donc, on s'est arrêté, je crois, 3 jours dans cette petite ville. Et après, on est reparti pour naviguer jusqu'à Komodo. On devait le faire d'une traite. On a eu un gros pépin, c'est-à-dire qu'on n'a plus de pilote automatique au bout de 2 jours, je crois. On est parti, puis bam, plus de pilote. Et là, on s'est dit merde, qu'est-ce qu'on va faire? Plus de pilote, c'est-à-dire que nous, notre pilote, c'est notre équipier principal, c'est lui qui barre le bateau tout le temps. Donc, si on n'a plus de pilote, il faut qu'on reste à la barre 24 heures sur 24. Donc, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, mais en même temps la pièce, on l'a pas. Donc c'est nos amis qui nous emmenaient la pièce, donc il fallait qu'on y aille. Donc on a continué coûte que coûte et on se relayait à la barre alors on faisait toutes les heures et demie avec Hubert et les enfants la journée. C'est comme ça. Après on a eu beaucoup de chance parce que il y a plein de gens avec qui ça arrive dans des conditions pires. Nous on était en Indonésie, il faisait super beau, il faisait super chaud, on n'avait pas beaucoup de vent, on n'avait pas de vagues parce que c'est quand même des mers assez abritées parce qu'il y a plein d'îles partout donc ça casse les vagues. Et on était vent arrière, donc c'était quand même super smooth comme navigation. Donc notre seul souci, c'était de rester à la barre et de se planquer du soleil, quoi, parce qu'on grillait. Mais quand même, c'était quand même tendu parce que la nuit, on est obligé de barrer, le jour on est obligé de barrer. Enfin voilà, du coup, qu'est-ce qui gère les enfants? C'est pas nous. Enfin, il faut penser à se reposer et tout. Donc c'était quand même une grosse partie pas très drôle, même si ça aurait pu être pire. Dans notre malchance, on a eu de la chance d'être là. Ouais, tu content d'arriver? Alors voilà, et du coup, ouais, ça c'était vraiment un grand moment. On a dormi une nuit. Alors ça, je me souviens très bien. On s'est fait une petite pause parce qu'on avait un peu de temps, donc puis on était épuisés, donc on s'est posé sur une petite île. On a fait une escale, je sais pas, on est arrivé à 17 heures et on est reparti le lendemain à 8 heures. Mais en fait, c'était trop génial. On est arrivé sur une petite île, l'eau était claire et on n'avait pas vu ça depuis qu'on était arrivé, enfin depuis les Fidji. Et je me souviens, on est sortis avec nos masques, nos palmes et nos tubas, tous les 6. Et là, dans l'eau, mais c'était tellement drôle parce que tout le monde criait dans son tuba de joie de retrouver le snorkeling, quoi, parce que ça nous avait trop manqué. On n'avait pas nagé en Nouvelle-Zélande nulle part. On était trop contents de retrouver notre élément, quoi. Donc ça, c'était notre petite pause. Après, on est reparti, je crois, pour 2 jours et on est enfin arrivé au mouillage où nous attendaient nos amis de bateau, plus où on devait récupérer nos amis qui arrivaient de France. Et là, c'est trop bien. Quand on est arrivé, on s'est dit, waouh, on l'a fait, on a réussi. C'était comme un peu des revenants, quoi. On arrivait de Nouvelle-Zélande. On avait réussi à braver toutes nos merdes là qu'on avait eues et on était enfin de nouveau dans le game, quoi. On a retrouvé tous nos amis et on a ensemble passé un mois en Indonésie, trop sympa. Donc là, vraiment, c'était génial. Le parc de Komodo, c'est mythique, tant sur le plan des habitants que sur le plan des paysages et de la vie sous-marine. Donc ça, on a vraiment profité avec nos amis. On n'a toujours pas de pilote, hein, mais bon, on était plusieurs et on faisait que des naves de journée, donc ça allait. On a traversé toute l'Indonésie, donc du parc de Komodo, enfin toute l'Indonésie, une partie de l'Indonésie, du parc de Komodo jusqu'à Bali. Et là, c'est trop marrant parce qu'on s'est arrêté sur des petites îles qui sont pas du tout touristiques où personne ne va. Et les Indonésiens sont juste mythiques parce que dès qu'on arrivait, ils voulaient nous toucher, ils voulaient nous prendre en photo, faire des selfies. Enfin, on était un peu les attractions, quoi. Donc c'était sympa, mais un peu fatigant. Ma petite dernière, à un moment, il y a une dame qui l'a prise dans les bras par derrière. Enfin, elle marchait, puis une dame l'a prise dans ses bras pour la toucher et tout. Du coup, après, elle était un peu flippée. Bah ouais, je comprends. Bah ouais, ouais, c'était bizarre comme manière de faire, quoi. Mais bon, on les comprend, ils ont pas l'habitude de voir des blancs, des touristes, donc Oui, mais quand même, c'est très intrusif. ah bah oui, mais pour eux, non. Donc j'ai essayé d'expliquer ça à ma fille et tout, mais c'est vrai que c'était à la longue un peu casse-pied parce que dès qu'on sortait, on était pris en photo, mais donc ça, c'était l'Indonésie. On est arrivé à Bali, on a profité un peu de Bali, un peu de Lombok, et puis on a préparé le bateau pour partir, pour traverser l'océan Indien. Et l'océan Indien qui est réputé pour pas être très sympa. Mais nous, on a eu de la chance, il a été plutôt cool avec nous. Quelques jours après être parti, on avait quand même un gros truc, c'est-à-dire que je me sors de mon car, il devait être 5h30. Il faisait encore un peu nuit, un peu jour. Je passe la tête par la fenêtre du haut du bateau là, et je vois que ma voile a une forme bizarre, quoi. Donc je sors, et là, elle était déchirée complètement en deux, sur toute la longueur. Donc je me dis merde, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Je dis c'est une blague, franchement.
En fait, il y a une couture qui a lâché, quoi. Et c'était complètement décousu, mais donc elle était ouverte. Ouais, il y avait la moitié de la voile avec une grosse fenêtre entre les deux. Je suis, oh là là, c'est quoi ça? J'ai hurlé Hubert. Bah heureusement, on a eu de la chance, c'est-à-dire que on pouvait quand même l'utiliser, on pouvait la réduire un petit peu. C'était en dessous du premier riz. Le premier riz, c'est ce qu'on met quand il y a plus de vent. Donc voilà. Après, on a navigué avec un riz. C'était pas très grave. Encore une fois, dans notre malchance, on a eu de la chance, c'est-à-dire que ça aurait pu être plus haut, on aurait plus de voile, ça aurait été vraiment embêtant. Et là, bon, on naviguait quand même super bien avec notre voile, même si elle était bien réduite, quoi. Donc ça, c'était encore un drôle de truc qui nous est arrivé en pleine nave. Après, donc on a fait 12 jours de traversée entre donc les petites îles Coco. Enfin, il y avait 8 jours entre Lombok et les îles Coco. Les îles Coco, c'est un petit atoll perdu au milieu de l'océan Indien qui est génial. Alors, attends. Je te dis, vas-y, enchaîne. Parle-nous des paysages, parle-nous de pourquoi c'est génial. Donne-nous un petit peu plus de détails quand même. Ah oui, c'est ça, je voulais aller trop vite. Non, on s'est arrêté. Donc on est parti de Lombok, on a passé 8 jours de navigation. On est arrivé dans ce petit atoll perdu qui est australien, au milieu de l'océan Indien. Les îles Coco, qui sont incroyables. En gros, c'est un atoll avec 3 îles à l'intérieur. Il y en a une qui est dédiée aux Australiens. En gros, c'est des expats australiens qui sont là-bas. Une où c'est encore pas mal de Malaisiens, de Malais, je sais pas comment on dit, qui habitent là-bas, et une qui est dédiée aux voiliers. Donc en fait, on avait notre île paradisiaque, hein, une petite plage de sable blanc, cocotier, avec des barbecues, avec tout ce qu'il fallait pour les voiliers. Donc c'était trop bien. On a passé 8 jours là, et donc on faisait des sports d'eau la journée, de la wing, de la planche à voile, et puis barbecue le soir. Enfin, c'est super cool. C'était vraiment très sympa. Et vous aviez repéré cette île-là avant d'y arriver ou vous l'avez découvert sur place? Non, on savait qu'elle existait et on y est allé exprès parce que ça coupe l'océan Indien et parce que c'est vraiment magnifique comme paysage, quoi. Et la vie sous-marine est très sympa et Et vous étiez combien de bateaux? bah en fait on était je sais pas une dizaine de bateaux. Bah en fait on a suivi à partir de l'Indonésie, on a un peu suivi un rallye de bateaux où il y avait une quinzaine de bateaux qui faisaient le même trajet et donc on était un peu avec eux, donc on a un peu incrusté le rallye. Mais vous êtes incrustés parce que eux, c'était prévu comme ça et vous avez fait connaissance ou comment ça s'est passé? C'est un rallye qu'on connaissait de loin, on savait qu'il existait, c'est-à-dire un rallye, c'est une organisation qui organise pour X bateaux le tour du monde, par exemple. Donc, toutes les formalités sont faites, ils sont accompagnés sur la technique, ils sont accompagnés sur l'administration et tout. Et donc, on les avait déjà croisés dans le Pacifique et là, on était à peu près au même endroit qu'eux, au même moment. Et surtout, dans ce rallye-là, il y avait une famille avec des enfants de l'âge des nôtres. Et du coup, c'est un peu comme ça que ça a un peu fité et parce que dans le rallye, il y avait pas d'autres enfants, donc eux étaient contents d'avoir nos enfants et nous, nos enfants étaient contents de les avoir aussi. Donc après, bah, on a un peu fait le reste du tour du monde avec eux, quoi. Vous êtes allés jusqu'au bout avec eux? Bah quasi, ouais. On s'est retrouvés Ah dans plein ouais! d'endroits. Ah bah ça vous change de vos navigations en solitaire. Ouais, exactement. Après, on n'a pas été très souvent en solitaire dans le tour du monde. Sur les navigations dont tu viens de nous parler, à partir du moment où vous étiez avec eux, vous aviez d'autres bateaux aussi avec vous? Ouais, bah il y avait pas mal de bateaux qui faisaient ça. De moins en moins quand on a quitté la Polynésie. Mais je sais pas si je t'avais parlé la dernière fois, il y avait aussi mon beau-frère et ma belle-sœur qui avaient leur propre bateau, qui faisaient le même tour du monde que nous. On les avait retrouvés dans le Pacifique. Bah eux étaient partis de la Nouvelle-Zélande beaucoup plus tôt que nous. On les a retrouvés en Indonésie. Et puis à la base, ils devaient passer par Suez. Donc quand on a quitté l'Indonésie, on leur a dit au revoir, adieu, on vous voit pas avant 2 ans et tout. On a tous pleuré. Et au final, ils ont changé d'idée parce que Suez était trop dangereux. Donc, ils sont passés aussi par l'Afrique du Sud et on les a retrouvés, et ben, une fois qu'on a eu traversé l'océan Indien, mais ils sont arrivés un mois après, je pense, à Maurice. Et on a fait pareil, la suite avec eux. Bon, reprenons le cours de ta traversée. Donc, nous sommes au Coco, on a fait 10 jours là, paradisiaques sur ce petit archipel. Et après, donc, on a passé 12 jours en mer, donc dans l'océan Indien. Mais à chaque fois, c'est hyper long. Bah, c'est ça, la dernière année, on a mangé beaucoup, beaucoup, beaucoup de navigation. À coup de 10, 12 jours, en fait, ça fait pas mal, ouais. On en avait déjà parlé la dernière fois et tout le monde avait déjà ses tâches, mais est-ce que avec toutes ces navigations-là, ils ont été soit obligés, soit demandeurs d'être de plus en plus présents? Où ils ont pris de plus en plus de place. Par exemple, notre grande, elle était vraiment plus présente quand il y avait un problème, elle sortait, elle venait nous aider. Quand on a perdu une voile de nuit, la voile était complètement passée à l'eau, bah, elle a senti qu'il y avait un truc, elle est montée, puis heureusement qu'elle était là, parce qu'on avait bien besoin d'être 3 pour remonter cette voile énorme.
Donc ouais et Paul, prenait vachement de place aussi. Enfin oui, tous les enfants, même Agathe et Bertie étaient très demandeurs de participer. On leur a pas fait faire de quart de nuit parce que, bah, on n'avait pas besoin et on préférait être tranquille la nuit aussi. Donc on n'a pas fait ça. Je sais que d'autres équipages l'ont fait, mais nous, on préférait, être comme ça. Puis on roulait bien. On avait vraiment pris notre routine, quart de nuit et ça roulait bien. Et puis la dernière année, on a un peu moins travaillé aussi dans le sens où ils étaient très en avance sur leur programme et donc au final, du coup, ça nous a moins pesé. Mais c'est vrai qu'à la fin, on en avait un peu marre d'avoir que des naves. Ah bah, ouais, là, c'est en plus tu nous le dis en accéléré, donc on a l'impression que vous avez enchaîné plus de navigation que d'étapes, en fait. Et ben, sur la dernière année, oui, je pense, parce que après, j'ai pas fait le calcul. J'ai fait le calcul sur les 4 ans, mais sur la dernière année, on a fait beaucoup, beaucoup de naves. Bah, en fait, en 2 ans et demi, on est arrivé en Nouvelle-Zélande et puis après, on a mis 1 an pour en repartir, donc oui. Donc 12 jours, d'océan Indien qui a été plutôt cool pour nous. On a été plutôt très vite et dans des bonnes conditions par rapport à d'autres personnes pour qui c'est compliqué l'océan Indien. Et on est arrivé à sur la petite île de Rodrigue, à côté de Maurice, sur laquelle on a passé 3 jours. On s'est régalé à Rodrigue. Rodrigue volcanique, mais très sympa, très sauvage, avec plein de tortues, vraiment chouette. C'est complètement différent de Maurice, qui est beaucoup plus touristique et où on n'a pas trop accès au bord de mer, et cetera. À Rodrigue, on peut se balader un peu partout. C'est vraiment, une chouette découverte. Et puis après, on a passé quasi 1 mois et demi à Maurice. Là, vraiment, c'était un peu un petit moment de repos. Maurice, on a adoré, on avait des amis. Mes beaux-parents sont venus, on a attendu mon beau-frère et ma belle-sœur, on a coulé des jours heureux, tranquilles, et puis on a été un peu bloqués là-bas parce qu'on avait un problème, il nous manquait des pièces pour notre désalinisateur, donc on a retardé un peu notre départ à cause de ça. Mais ouais, c'était chouette, c'était vacances un peu Maurice, quoi. Donc c'est très facile, c'est très touristique, on peut se louer des voitures facilement, se balader, il y a de tout, c'est vrai que c'est un côté, c'est un peu reposant, quoi. Et est-ce qu'il y avait, à Maurice justement, c'est très touristique, on a tous, en tête, ces magnifiques plages, mais, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à Maurice, que vous avez aimé? Bah, il y a plein de trucs, dans la terre aussi. Il y a plein de petits villages à visiter, il y a pas mal de beaux jardins, il y a des excursions, des balades, des randos, nager avec les dauphins. On a vu des baleines, c'était fou à Maurice, c'était la saison des baleines et chaque fois qu'on partait naviguer, nous, on a fait le tour de Maurice en bateau, donc c'était hyper sympa et chaque fois qu'on allait naviguer, on voyait des baleines, c'était juste dingue. Et c'est quand la saison des baleines? Et ben, on y était en novembre. C'était à la fin de la saison, mais nous, on a eu beaucoup de chance. On n'avait jamais tellement vu, un peu en Polynésie, mais là, à Maurice, on a été vraiment régalés par les baleines. Et puis, bah, nous, on était avec notre propre bateau, quoi. Donc, c'est pas pareil que d'être dans un enfin, un truc de touriste. Ah bah oui. C'est pas la même, quoi. Donc, vraiment, c'était chouette. Et puis après, ben, il fallait qu'on parte. Donc, on est parti, on a passé à La Réunion. On a passé quelques jours à La Réunion. Et puis après, on a fait le grand saut parce que la navigation, Réunion, Afrique du Sud, c'est une grosse partie de nav, dans les conditions, pas très faciles. Moi, ça, c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup stressée, parce que les systèmes météo sont pas très stables, ça tourne beaucoup et il y a un énorme courant qui descend le long de l'Afrique et il faut pas qu'on se retrouve dedans avec du vent contre courant, sinon c'est là qu'il y a les vagues scélérates, là, les grosses vagues. Donc faut pas rigoler, faut y aller avec la météo et c'est pas évident du tout. Mais bon, on avait du soutien. Il y avait un gars en Afrique du Sud qui fait des routages, qui aide les voiliers. Donc ça, c'était top. Il nous disait tous les jours, bah voilà, là c'est comme ça, là c'est comme ça. Et puis un jour, il nous a dit, bon bah là, vous n'avez pas le choix, faut que vous montiez vous planquer à Madagascar parce qu'il y avait un gros front, une grosse tempête et qu'on voulait pas être dedans. Donc bah en fait, on a fait un énorme détour pour remonter sur Madagascar. On a dormi une nuit dans une petite île magnifique à Nosy Be, ça s'appelait. Une petite langue de sable paumée juste à côté de la côte et c'est trop bien. Pareil, je sais pas, au bout de 6 jours de nave, on s'arrête, on dort une nuit, on se repose, on va se baigner, enfin c'est trop bien. Et le lendemain, on est reparti parce que bah pareil, c'était le moment de repartir. On s'est dit, on pouvait passer juste après cette tempête et avant une autre, quoi. Donc on est reparti. Et on a eu encore quelques petites galères techniques. On a recassé un chariot de grande voile. Bref, ça nous a un peu énervé, mais bon, c'est le lot. On navigue, on dit un problème par jour. Mais voilà, c'était pas évident comme nav. On était un peu stressés. C'était pas la meilleure nav. Mais bon, on a réussi. Et là, quand on est arrivé en Afrique du Sud, waouh, on était trop fiers de nous. On arrive en Afrique du Sud, on arrive dans un paysage tout brumeux à Richards Bay, donc au nord-est de l'Afrique du Sud. Paysage assez brumeux, on était là, mais où est-ce qu'on arrive? Et on arrive dans un petit yacht club et on se fait accueillir, mais trop sympa, les Africains, les Sud-Africains.
c'est trop, trop sympa. En fait, là-bas, c'est quand même assez rude la météo pour les navigateurs et donc c'est parsemé sur la côte est de yacht club qui sont tenus par je pense des bénévoles pour la plupart ou quelques salariés. Et ils sont trop gentils, trop accueillants. Tous les soirs, c'est braai, barbecue au coin du feu pour tous les navigateurs. Enfin, super ambiance. Donc, on arrive dans cette marina et là, waouh, on se dit, ouais, c'est trop bien. On est en Afrique du Sud, on a réussi, on est sur un nouveau continent. C'était fou. Ça faisait encore une belle étape, ouais. Bah ouais, c'est ça. Et puis on retournait dans l'Atlantique bientôt, quoi. Enfin, c'était vrai que c'était une sacrée étape. Donc on était trop heureux d'y arriver. C'était il y a un an, début décembre de l'année dernière. Et je trouve c'est trop bien parce qu'on arrive et puis la marina, elle est pas loin, elle est à 1 heure des parcs Yuluwe. C'est des parcs de safari. Et donc on a pris une voiture et puis le lendemain de notre arrivée, on faisait un safari et on voyait des éléphants. Enfin, c'était des girafes, les animaux, quoi. C'était dingue, des lions. Vous l'avez fait en autonomie? Ouais, on a loué une voiture et enfin, on était avec mon beau-frère et ma belle-sœur qui avaient leur propre voiture. C'était juste dingue comme moment aussi. Donc on est resté une semaine dans cette marina et tous les jours on a fait quelques safaris comme ça. Vous avez vu les Big Five? Ouais, on a vu les Big Five et ouais, on dit d'arriver en bateau et d'être là-dedans. On se dit, waouh, c'est quand même impressionnant, quoi. Donc ça, c'était voilà, une petite pause mais délicieuse quand on a passé une semaine dans cette marina. C'était vraiment trop chouette. Et après, il fallait qu'on redescende jusqu'au Cap. Et en fait, c'est hyper long encore la côte est de l'Afrique du Sud. Il y a quasi encore presque 1500 kilomètres, je pense. Donc, ça représente encore une partie de nave. Donc là, c'était un peu la désillusion. On se disait, ouais, on est arrivé en Afrique du Sud. Et bien, en fait, quand on voit qu'il y avait encore tout ça de nave, on se fait, oh, on n'y est pas encore, en fait. Allez, encore un effort. C'était ça. Et donc, on est parti, mais c'est sympa parce que là-bas, donc les conditions météo sont hyper complexes. Du coup, en fait, on y va par groupe. On y va en groupe, tous ensemble. On part de Richards Bay pour aller à Durban. Mais on a une petite fenêtre de 24 heures, donc on y va. Tac, 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 tac. On fait un saut de puce comme ça. On arrive à Durban, on se planque parce qu'il y a une tempête. Après, dans un petit yacht club sympa. Après, on repart. Hop, petit saut de puce pour aller à Port Elizabeth. Donc, on a fait comme ça, 1, 2, 3, 4 étapes, je pense. Et enfin, on est arrivé au Cap. On a passé le Cap de Bonne-Espérance. Ça, c'était fou. Ça y est, on retourne dans l'Atlantique. C'est comme si on était chez nous, quoi. On disait, ça y est. Mais ouais, on a longé le Cap de Bonne-Espérance et waouh, c'était aussi dingue, quoi. On y est arrivé, on est au point sud de l'Afrique du Sud. C'est un truc de fou, quoi. Donc, on traverse ça et on s'abrite. Et on a passé au Cap. D'abord, on a fait une petite marina, un peu pas très adaptée à notre bateau. On a passé une nuit horrible. On s'est pris une grosse tempête. On avait cru qu'on allait perdre le bateau parce que les quais frappaient sur le bateau. Enfin, donc il fallait qu'on tienne nos pare-battages, les gros boudins blancs là qui protègent le bateau. On a eu beaucoup beaucoup de vent, jusqu'à 70 nœuds, quoi. Donc ça fait 140 kilomètres presque. Là, franchement, on a eu vraiment peur, quoi. On a eu vraiment peur et heureusement ça s'est passé. On n'a pas cassé quelque chose. Les bêtes de voisins, les deux voisins tapaient sur les pontons, ont été éclatés, mais nous on a eu de la chance. On est resté éveillés, on a protégé le bateau jusqu'à 3 heures du mat, je pense. Donc ça, c'était sport, quoi. Mais ça nous a permis de visiter aussi le Cap, Cape Town. On est allé voir les pingouins. On a fait de la dégustation de vin. On a vraiment profité de Cape Town. C'est vraiment magnifique cette région. Les gens sont trop gentils et on a loué une voiture. On s'est un peu baladé. Les paysages sont magnifiques. Et c'est super chouette. Donc ça coûte vraiment pas cher l'Afrique du Sud. Donc on peut en profiter. C'est super bon marché. En tout cas, pour ce qui est des courses de nourriture, des courses pour le bateau, de la main-d'œuvre aussi. Enfin, nous, on a fait des travaux sur le bateau. On a fait passer un plongeur sur les coques pour nettoyer nos coques, mais je pense qu'il a dû travailler peut-être 5-6 heures. On l'a payé 30 euros, quoi. Enfin, c'est vraiment pas cher. Pour les bateaux, c'est un peu l'Eldorado parce qu'il y a plein de matériel de bonne qualité, vraiment pas cher. Donc, on a fait une petite étape aussi technique au Cap et puis on a fait des provisions énormes de fruits, de légumes parce qu'au Cap, il y a tout, parce que le climat est assez sympa. Donc, il y a des fraises, des framboises, il y a des trucs qu'on n'avait jamais mangé depuis longtemps. Enfin, c'est vrai qu'on s'est bien régalé. Donc, on a visité et puis on a laissé le bateau au Cap parce qu'on était un peu en retard sur notre programme. On avait loué une voiture en Namibie parce qu'on voulait vraiment aller en Namibie et on avait loué une voiture. Et on s'est aperçu qu'on n'arriverait pas à y aller à la voile parce qu'on était trop en retard et puis qu'on voulait un peu se poser et profiter. Donc on a dit bah écoutez, on a dit aux enfants bah voilà écoutez votre cadeau de Noël ce sera d'aller en Namibie en avion et on a pris 1 heure d'avion pour aller de Cape Town à Windhoek en Namibie. Finalement c'était la meilleure décision qu'on ait prise parce que bah c'était trop bien, ça nous a permis d'avoir un peu de vacances, on a un peu quitté le bateau et on en avait besoin et du coup on s'est fait 8 jours en 4x4 avec tente de toit en Namibie.
Et on avait réservé la voiture depuis longtemps parce que c'est la seule qui existe pour 6. Il y en a pas beaucoup. Et on s'est éclaté pendant 8 jours en Namibie. C'est vraiment, Qu'est-ce que vous avez vu c'est beaucoup de désert, mais c'est des paysages incroyables. C'est très vide. Il n'y a pas beaucoup d'habitants, hein. Je pense que la densité est vraiment pas loin de celle du Groenland, quoi. Et après, le parc d'Etosha au nord, on a adoré. C'est un safari géant. Là où en Afrique du Sud, c'est plus des petits parcs qu'on peut faire à la journée. Là-bas, c'est beaucoup plus sauvage et du coup, bah, on a vu plus d'animaux, on a vu des guépards chassés, et plus naturel, enfin, peut-être pas plus naturel, mais on a trouvé ça plus sauvage et plus vrai, en fait. On a visité un petit peu une bonne partie de la Namibie, on est allé dans les dunes au sud, qui sont magnifiques aussi. Ah, c'était vraiment des chouettes vacances. Enfin, on a vraiment profité, on était tous les 6, on était tous les soirs dans des lieux de camp incroyables avec le barbecue et tout. Et puis là-bas, c'est facile, tout est simple, les gens sont gentils, les campings sont bien tenus, il y a de l'eau, des toilettes, enfin, c'est vraiment agréable, quoi. Donc c'est bien régalé dans ce magnifique paysage, on a vraiment adoré. Je pense que c'est un des points forts du voyage, quand on demande aux enfants tout ce qu'ils ont préféré, ils vont toujours dire la Namibie, je pense. avec tout ce que vous avez vu? C'est fou que tu arrives à dire que c'était une des plus belles choses que vous ayez vues, quoi. Bah, disons que ça changeait aussi de ce qu'on avait l'habitude de voir, donc c'est vrai que c'était pour nous très dépaysant, quoi, d'être dans le désert, puis le sable, les dunes, et puis le fait d'être en voiture, de dormir dans les tentes de toit, enfin, c'est vraiment le concept aussi qui leur a plu, quoi. Ça change du bateau, c'est sûr. Ça change du bateau, mais c'est vraiment magnifique comme pays aussi. Donc Namibie, on a fait pendant 8 jours, on est revenu, puis on est reparti, je pense 2 jours après, on fait des grosses courses pour traverser l'Atlantique Sud. Et là, c'est pareil, une grosse partie parce que du coup, on navigue jusqu'au Brésil. On peut pas remonter directement en Europe via le Cap-Vert en longeant les côtes africaines parce qu'il y a des pirates et puis les vents et les courants sont pas portants. Du coup, on a fait encore du coup 12 jours jusqu'à Sainte-Hélène. Mais là, c'était trop bien. C'était notre meilleure enfin, nos 2 meilleures navigations entre Cape Town et Sainte-Hélène, puis entre Sainte-Hélène et Brésil. C'était trop bien. Et il y avait juste ce qu'il fallait de vent. On était peinards, il y avait pas de vagues, il faisait beau, il y avait pas de pluie. Enfin, c'était comme si on était au mouillage, quoi. On avançait tranquille. On avançait doucement, certes, mais c'était vraiment tranquille. On s'est vraiment régalé. On a fait un concours de pâtissier. Enfin, on a vraiment profité de la Navo. C'était vraiment Ah chouette. oui, bah, effectivement, là, vous étiez pas en mode stress. Non, 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 on était hyper bien. Je crois qu'on n'a pas touché à la voile pendant 9 jours à un moment, tellement c'était peinard, quoi. Et donc vous avez fait un concours de pâtissier, donc c'était quoi le C'est un peu le meilleur pâtissier quand on devait chacun faire un dessert et voter. C'est un petit mix de le dîner presque parfait et le meilleur pâtissier. Donc ça, c'était chouette. On a fait plein de petites choses. On a fêté nos anniversaires. C'est vraiment des nappes sympas, quoi. Et on s'est posé 3 jours. Donc on a fait 12 jours pour Sainte-Hélène. On s'est posé 3 jours à Sainte-Hélène et après on a refait 12 jours pour le Brésil. et c'est comment Sainte-Hélène? Alors Sainte-Hélène, c'est magique. C'est un volcan au milieu de nulle part. Donc en fait, c'est une île qui est très montagneuse et ça plonge très profond tout de suite, quoi. C'est anglais. Donc on arrive et là, on est super bien accueillis. C'est tout propre, c'est tout mignon, c'est tout bien tenu. Enfin, c'est anglais, quoi. Il y a les policiers anglais en tenue. C'est trop mignon. On a visité, il y a toute l'histoire de Napoléon, donc les 2 maisons où il a habité, c'est passionnant en termes d'histoire aussi. Et la faune et la flore sont dingues aussi. On a eu la chance, c'est qu'au mouillage, il y avait des dauphins qui venaient régulièrement, donc on a nagé avec des dauphins comme on n'avait jamais fait. Le truc, c'est que là, ils sont venus nous chercher, c'était trop marrant. Ils sont venus nous chercher, on est sauté à l'eau, ils sont passés à côté du bateau, on est sauté à l'eau, et après ils tournaient autour de nous. Enfin, on n'avait jamais vécu ça, c'est-à-dire qu'ils jouaient vraiment avec nous. C'était très marrant. Et après, on a eu la chance aussi de nager sur un requin-baleine qui était au mouillage aussi. On avait vu un requin-baleine en Indonésie, mais dans une excursion touristique. Et là, c'était complètement naturel, quoi. C'était son trajet, il était là tous les jours, et donc on a juste nagé à côté de lui. C'était dingue, quoi. Donc ça, c'était à Sainte-Hélène, c'était assez fou. Et après, on est reparti. On est reparti pour 12 jours encore. Je me demande si c'était même pas 13, vers le Brésil. Parce que, encore une fois, on avait rendez-vous avec des copains qui habitaient au Brésil pour le carnaval. Donc, il fallait pas qu'on traîne trop. Et on traînait, il y avait pas de vent, on traînait, on avançait doucement, on va jamais y arriver. Et bon, heureusement, on est arrivé, je crois, 1 heure avant que eux arrivent parce qu'ils étaient venus en avion, et donc c'était juste, quoi. Et on s'est posé dans une petite marina qui est tenue par un Français à côté de Recife. Et on a passé 8 jours au Brésil, c'est pas beaucoup, mais il fallait qu'on avance quand même. Vous avez vécu le carnaval? Ouais, Raconte-nous, c'est un truc de dingue le carnaval du Brésil.
On était pile à temps pour le carnaval et on était avec nos amis qui parlent brésilien, heureusement, parce que sinon, c'est vraiment un pays dans lequel on s'est senti en difficulté par rapport à la langue. Je pense que déjà, c'est le seul pays où eux ne parlent pas du tout anglais et où toi, le portugais, enfin le brésilien, pour moi, c'est vraiment incompréhensible. Heureusement, on était avec nos amis qui nous ont pas mal guidés et qui nous ont dit, bah venez, on va aller dans une belle ville enfin une ville avec une architecture assez coloniale qui s'appelle Olinda, je crois. C'est un peu au sud de là où on était. Et on a vécu le carnaval là-bas, c'était assez magique. Alors après, moi, je suis un peu agoraphobe sur les bords, donc c'était fou, mais j'en garde pas un souvenir très agréable, quoi, parce qu'en fait, c'est assez dingue, leurs costumes, leur déguisement, la musique et tout, mais en fait, t'es tout le temps concassé dans la foule, et moi, ça m'a un peu oppressé cette histoire-là. Les enfants aussi un peu, mais sinon, c'était quand même génial de vivre ce carnaval et de voir un petit peu à quoi ça ressemblait, quoi. Et puis après, on a passé quelques jours au Brésil, on en a un peu profité aussi. On aurait bien aimé visiter plus, mais bon, on arrivait un peu à court budget et il aurait fallu prendre l'avion, enfin, il aurait fallu avoir plus de temps et un peu plus de budget. Mais on était déjà trop contents d'avoir vécu le carnaval. Et surtout, bah, on avait déjà des rendez-vous pour vendre le bateau en Martinique, donc il fallait qu'on trace. C'était dans combien de temps? Et ben, c'était bah, juste le temps de la navigation, quoi. Donc, il fallait pas qu'on traîne trop. Bah, disons qu'on arrive mi-février, fin février, je pense, et que bah en fait, il fallait qu'on rentre en juin, donc on n'avait plus des masses de temps, donc il fallait pas qu'on traîne, quoi. Enfin, on avait vraiment cette optique de se dire que il fallait qu'on passe quasi 2 mois aux Bahamas, histoire de se faire un grand bol de turquoise et d'eau et de mer avant de rentrer, quoi. Donc on repart, on relève l'ancre et on navigue jusqu'en Martinique. On devait s'arrêter en Guyane, mais on était un peu en retard, donc on l'a pas fait. Et on a navigué et ça c'était, je pense, une des pires navigations encore. C'était vraiment dur. On a fait presque 2 semaines, je pense, 13 ou 14 jours. Parce qu'on passe le poteau noir, qui est la zone autour de l'équateur. C'est une zone hyper instable au niveau météo où il y a des gros nuages, il y a pas de vent, puis tout d'un coup il y a beaucoup de vent. Enfin, c'est un peu pourri. C'est entre les alices. Enfin, en gros, c'est entre les systèmes établis du nord et les systèmes établis du sud. Et donc, c'est assez pénible. Donc, ça, en plus, ce poteau noir, il se déplace un peu, il monte un peu, il descend un peu. Puis nous, il a eu la bonne idée de remonter avec nous. Donc, on se l'est pris pendant, je crois, 5 jours. Donc, on en avait ras-le-bol, quoi. Donc ça, c'était pas très agréable. Après, on a recassé des trucs. On a perdu notre grande voile d'avant, donc bah, on pouvait plus avancer, enfin, on avançait moins. Enfin, c'était pas super comme nav. Ça aurait pu être top, mais on avait plus notre voile qui nous permettait d'avancer correctement suite à une bêtise en plus. Donc, bref. Même avec tout, on apprend toujours. Quand tu le racontes, on sent que t'en as marre, quoi. Et vous en aviez marre à ce moment-là? Ça commençait à être long? Cette nave était longue parce qu'en fait, les conditions étaient pas top. Et qu'en plus, on avait cassé notre voile. Donc, on était frustrés de pas pouvoir aller plus vite et que ça aille pas mieux parce que, en fait, on pensait qu'on était presque arrivé. Et en fait, non, on n'était pas arrivé. Enfin, il nous restait encore cette nave qui était vraiment pas très agréable. Donc bon, ça c'est. Et entrecoupé, en même temps, on a repassé l'équateur, donc on a fait une petite fête, on a recoupé notre ligne. Donc ça, c'était génial au large de la Guyane. On était déjà, bah, c'était là où on était arrivé de notre transat en 2020. Donc ça voulait dire qu'on avait fait le tour du monde. Donc quand on a traversé notre ligne, c'était fou quand même comme sensation. On s'est dit, ça y est, on a fait le tour du monde, on y est arrivé. C'est dingue. Mais on a un peu marre de cette nave qui n'en finissait pas. Et puis, on devait arriver en Martinique. Et puis, en fait, on avait cassé plein de trucs. Et on devait montrer le bateau à la personne qui allait l'acheter. Donc, ça nous rajoutait un peu du stress, quoi. Donc, on a moins profité de la nave qu'on aurait pu. Mais on a réussi. Et on est arrivé en Martinique. Et waouh, ça c'était génial. On est rentré en Martinique. C'est un peu comme si on rentrait chez nous déjà. Et c'était trop bien quand on a été accueillis par des amis qui venaient d'arriver aussi. Et on arrive au coucher du soleil, tout de suite apéro sur leur bateau et tout, ça c'était trop bien. C'est la récompense après cette mauvaise navigation. Oui, c'est ça, on oublie tout, quoi. Quand on arrive, on oublie tout. Et après, donc on est resté en Martinique un peu pour faire surtout escale technique, quoi. Enfin, c'était marrant. Donc on est arrivé, je crois, le dimanche soir, et puis les familles qui devaient visiter le bateau devaient venir le lundi, quoi. Donc en fait, le bateau était pas du tout présentable parce qu'on avait fait 12 jours, puis 12 jours, puis 14 jours. Enfin, c'était Beyrouth à l'intérieur du bateau, quoi. Donc, en fait, on s'est mis au port et là, on s'y est allé tous les 6. On a fait le ménage, mais à fond, quoi, pendant 24 heures. Et puis après, c'était parti. On a réussi. Le bateau était vendu. Enfin, le bateau était quasi vendu, ouais. Donc, ça, c'était chouette. Donc, là, on était en mars. Et après, bah, il nous restait 3 mois pour profiter. Et là, on était sur le retour.
Mais vous l'avez vendu et vous êtes repartis avec? Ouais, en fait, c'est une promesse de vente. C'est un peu comme une maison. Tu fais une promesse de vente et donc tu sais que la livraison, ce sera en juillet à La Rochelle. Bah oui, parce qu'il faut bien rentrer. Bah voilà, il y a un moment, il faut rentrer. Donc là, on était vraiment sur le retour. Donc on a été assez vite sur les Antilles parce qu'on voulait vraiment profiter des Bahamas. On a profité des Bahamas pendant 2 mois. Ça, c'était vraiment génial. On était les Bahamas, c'est magnifique, quoi. C'est que de l'eau turquoise. Il y a 2 mètres, 3 mètres de fond. C'est du snorkeling à gogo avec des belles tortues, des petits requins, des plages incroyables. Et puis, on a eu beaucoup de monde qui est passé nous voir pendant 4 semaines. On a eu 4 familles qui sont venues de nos amis. Donc, on a bien profité avec eux. C'était vraiment vacances, quoi. C'était génial. C'était vraiment notre dernier bol de turquoise, de soleil et de feu sur la plage. Enfin, c'était vraiment la liberté, quoi. Les Bahamas, c'est vraiment magique comme endroit. Et après, on a quitté les Bahamas pour les Bermudes. Pareil, petit archipel perdu, mais trop sympa, anglais encore une fois, donc super bien tenu. On s'est bien régalé. On était avec des amis. Tout est mignon là-bas, tout est beau, tout est propre. Les paysages sont très beaux. Et il y a un peu d'histoire aussi, donc c'est chouette. On a passé, je crois, une bonne semaine aux Bermudes. C'est très différent des Bahamas? Ouais, les Bermudes, il y a plus de terre. Les Bahamas, il y a pas de terre, hein. C'est un peu que du lagon avec des petits bouts de terre, c'est du corail, quoi. Il y a pas grand-chose dessus, il y a pas grand-chose à voir sur la terre. Alors qu'aux Bermudes, il y a plein de trucs, il y a des grottes, il y a des randos à faire, il y a carrément une ville, c'est assez riche, hein, les Bermudes. C'est un peu un paradis fiscal, donc il y a des musées, il y a plein de trucs à visiter. Ça change de la plage. Ouais, complètement. Ouais, on s'est pas trop baigné d'ailleurs aux Bermudes un petit peu, mais pas tant que ça. Et ouais, on était plus sur la terre. On a vraiment plus profité de faire des randos, de se balader, des villes. Et puis on est arrivé au moment où c'était la fête nationale, donc il y avait tout un défilé, plein de choses organisées, donc c'est trop bien. On a participé à ça, à ce petit événement. Et puis après on est parti donc direction les Açores. On avait 8 jours, donc on a fait des petites provisions parce qu'il nous restait plein de trucs. Et on est parti pour les Açores. Sauf que 4 jours avant d'arriver, il y a une grosse dépression qui s'est calée sur les Açores. Et donc, si on voulait y aller, il fallait qu'on se fasse 4 jours de vent de face, mer de face, avec 30 nœuds. Enfin, on voulait pas. Le bateau était vendu. On s'est dit bon, Ah ouais, c'est pas le moment de casser un truc, ouais. non. Et puis, alors que si on allait direct en France, on avait quand même des super conditions. Donc, on a fait le choix de faire une croix sur les Açores. Ça nous a un peu coûté parce que ça a l'air magique, les Açores. Ouais, mais c'est pas loin. Vous pouvez y aller Non, voilà, différemment. on s'est dit qu'on pourrait y retourner. On était qu'un peu déçus de pas y aller parce que c'est quand même une escale assez mythique quand on rentre. Et surtout, ça nous allongeait quand même la nave au lieu de 8 jours, on partait on a fait 3 semaines, quoi. On devait s'arrêter au bout de 8 jours aux Açores et puis refaire 10 jours derrière. Et du coup, là, on a fait 3 semaines d'affilée. Donc, Ah oui, j'avais pas compris, effectivement. Ah non, c'est pire, oui, effectivement. ça nous a squeezé notre petite étape, mais en même temps, on n'avait pas trop le choix, les conditions, c'était pas possible. Donc on a raisonnablement continué et là, c'était la dernière nave qui faisait qu'on avait vraiment envie d'arriver parce que l'Atlantique Nord, il est pas très cool. Il commençait à faire froid, il faisait gris, des grosses vagues, beaucoup de vent et tout, mais Ouais, mais après 4 ans autour du monde, tu es apte à affronter tout type de météo. ouais, c'est ça. Mais c'est marrant de se dire qu'on s'est pris les pires conditions 2 jours avant d'arriver, quoi, au large de l'Atlantique. C'était juste pour vous dire: «Bon, bah, voilà, ça aurait pu être pire, donc vos naves d'avant, hein, fallait pas râler». C'est ça, je vous crache en France, mais vous avez eu de la chance, quoi. C'était un peu ça, quoi. Donc on est arrivé et puis là, du coup, comme on avait 2 semaines d'avance sur notre programme, parce qu'on avait prévu une fête avec nos familles, c'était drôle, quoi, mais début juillet et puis on était mi-juin et donc on s'est dit: on a 2 semaines d'avance, mais du coup, personne n'était dispo pour venir nous accueillir. C'était drôle. Mais d'un autre côté, ça nous a permis un petit sas. On a eu 2 semaines donc on a décidé d'atterrir à Loctudy, au nord de la Bretagne. Et du coup, on a pris 2 semaines pour descendre tranquillou jusqu'à La Rochelle. Et ça, c'était génial parce que ça nous a fait un petit sas d'atterrissage tout doux en France. Bah, justement, comment ça se passe l'arrivée après ces 4 années, de mer? Et ben, c'est pas évident, mais en même temps, on était très heureux d'y arriver. On était tellement heureux et fiers d'être arrivés à bon port et d'avoir réussi ce tour du monde, quoi. C'était quand même super cool, une espèce de sentiment, d'accomplissement un peu. Et puis, très heureux de se projeter dans notre vie à terre aussi, content d'être dans une maison, content de retravailler, d'avoir un peu chacun sa petite vie à soi aussi. C'est vrai que c'est quand même reposant, hein, d'être à terre, donc on profite aussi de ce confort. On dirait pas comme ça, mais si! Ah ouais, on dirait pas, mais c'est vrai quand les gens se plaignent, je leur dis: «Non mais vous avez pas le droit de vous plaindre, hein.
c'est vrai que c'est quand même royal, enfin, c'est quand même hyper cool d'être dans une maison, d'être à terre. Et puis, on a eu de la chance, on a atterri, on est à Cherbourg. Donc, certains nous diront, non, vous avez pas de chance. Mais en fait, si, parce que c'est une super région, c'est très beau et on est au bord de la mer. Et certes, il fait froid, mais la vie est super cool aussi. Donc c'est un atterrissage un peu en douceur. Si on fait tout à pied, on a quand même une qualité de vie qui est assez top. C'était prévu que, je me souviens plus, vous étiez où avant? Vous étiez déjà à Cherbourg ou là c'était nouveau? Non, c'est tout nouveau. En fait, on Ah avait oui! tourné la page, ouais. On était en Île-de-France et en fait, on s'était dit, je sais plus à quel moment du voyage, on s'était dit: «Mais ça va pas être possible de rentrer en Île-de-France, quoi». C'était, on va tuer nos enfants, quoi. Là, ils étaient habitués aux grands espaces, s'ils ont pas un bout de jardin, ça va pas le faire, quoi. Donc on avait tourné la page, on s'est dit: «Bon, bah, on verra». On savait pas où on allait atterrir c'est toute l'année dernière, quoi, de mars, février-mars, que Hubert a postulé, il était repris dans sa boîte on lui a dit, il a dit: «Bah, je veux pas retourner là où j'étais, comme ville, quoi». Donc ils lui ont dit: «Bah, OK, bah, postule là où les postes sont ouverts» il y avait plusieurs postes, notamment sur Cherbourg. On s'est orienté sur Cherbourg parce qu'aussi, l'immobilier est pas encore trop cher par ici, donc ça nous permettait d'arriver, vu qu'on avait plus trop de sous, assez confortablement. Quand vous êtes arrivés, les enfants, ça a été quoi leur ressenti? Surtout pour la petite qui a vécu, la moitié de sa vie en mer quasiment. Bah, toute sa vie, elle a rien connu puisqu'elle est partie, elle avait 3 ans, tous ses souvenirs, ouais. Donc pour elle, c'est un peu plus dur en termes de rythme, le réveil le matin, l'école, la collectivité, tout ça, c'est pas évident. C'est un peu agressif, quoi. Mais bon, elle va s'y faire, c'est pas évident. Sinon, les 3 grands, ça roule super. Mon aînée en seconde, elle s'éclate, elle a des super notes, elle a plein de potes. Enfin, c'est vrai que ça leur donne, ce qui est trop bien, c'est que pour eux, tout est nouveau et du coup, ils ont cette entre guillemets, pas naïveté, mais cette joie de tout redécouvrir, quoi. Ce que nous disaient leurs profs, c'est que c'est génial d'avoir des enfants comme ça parce qu'ils sont ouverts à tout, quoi. Et donc ça, c'est chouette. Là où les autres vont au lycée en rechignant, «Ça me saoule, machin», eux, ils sont trop contents parce que c'est nouveau, c'est neuf, c'est la liberté un peu, quoi. Ils ont plein de copains, ce qu'ils n'avaient pas en tout cas au long cours pendant 4 ans. Voilà, c'est ça. Non, non, ils sont et donc nous, on est obligés de pousser par eux, on est obligés d'avancer aussi. Alors oui, on est toujours un peu nostalgique, hein, parce qu'on était bien sur notre bateau, sans contrainte et tout. Mais voilà, on a plongé dans la vie, direct, pas le choix, quoi. Je t'avais demandé de leur poser la question avant l'enregistrement. Est-ce que, ils sauraient, dire, bon alors peut-être la Namibie effectivement, mais quel a été leur moment fort, le truc le plus fou, qu'ils vont retenir de ces 4 ans? Et je dirais, on est tous d'accord sur la Polynésie quand même. Quand même, je pense que c'était un moment du voyage où on était tous, vraiment, très heureux dans le sens où on était vraiment très bien là-bas et on était un peu encore naïfs dans le sens où on n'avait pas eu les problèmes sur le bateau, on n'a pas eu trop de casse encore. Donc c'était vraiment on avait plein d'amis. Je pense que oui, on reste quand même sur, il y a pas grand-chose de plus beau que la Polynésie française, hein. Oui, surtout quand on a eu la chance d'aller vraiment l'explorer et pas faire juste, les îles de la Société. Voilà, c'est ça. Non mais clairement, là, voilà, en termes de vie sauvage, en termes de ouais, ça reste quand même un des moments, enfin, à chaque fois quand on leur pose la question, ça revient à la Polynésie, la Nouvelle-Zélande aussi un petit peu quand même, mais vraiment la Polynésie, quoi. Bon, on va quand même faire un petit guide pratique, un peu différent, de d'habitude parce qu'il y a trop de destinations, donc je peux pas te poser les mêmes questions. Mais plutôt un guide pratique sur, un voyage en bateau comme celui-là, comment ça se prépare? Comment tu définis ton itinéraire? Comment tu fais le choix de ton bateau? Alors évidemment, pas dans les détails, mais de nous donner quelques petits tips peut-être qui pourraient, aider ou inciter, ceux qui auraient envie de le faire, de se dire: «OK, on y va vraiment». Déjà, le premier truc, c'est de poser une date, mais ça, je pense que ça convient à toutes les personnes qui veulent partir en voyage. Sur un truc au long cours, c'est poser une date parce que sinon on le fait jamais, c'est jamais le moment. Donc ça, on le dira à tout le monde et puis coûte que coûte, vaille que vaille, si on veut le faire, il faut le faire. La date, il faut la respecter. Et à partir de ça, nous, on avait fait tout un rétro-planning, un tableau Excel avec, tout ce qu'on avait pris en compte, l'immobilier, les formations, le bateau, et cetera, l'école et on avait mis, notre tableau Excel, je pense qu'on l'a fait 2 ans avant de partir. Du coup, ça nous a permis de suivre, vraiment l'organisation, pas à pas, quoi et donc ça, c'était top et on avait pu caler toutes nos formations, on a pu caler parce qu'on a fait quelques formations, hein, pour être au point pour partir.
On a pu caler, la vente de l'appart, on a pu caler, les congés sabbatiques, enfin voilà. C'est vraiment ça qui nous a aidés. Le choix du bateau aussi, on a dû le faire 1 an, enfin ça se commande, ça dépend des chantiers, mais ça se commande souvent au moins 1 an avant. Donc choix du bateau, après ça regarde vraiment chacun et son programme. Nous, on voulait un bateau qui soit construit en France pour partir de France. Un bateau solide et marin. Il y en a qui vont voir un bateau qui va plus vite, d'autres un bateau plus confortable. Ça dépend aussi du budget, donc occasion ou pas occasion. Nous, on a pris un bateau neuf parce que comme ça, on l'a pas payé en totalité, mais on payait que une partie, comme un prêt immobilier en fait. On a mis un apport et après on avait un loyer par mois. Quand on a vendu le bateau, on a récupéré notre apport, notre mise de base, notre cash quoi, et on avait au final payé que les 4 ans de loyer. Donc au final, ça ne nous aura pas coûté si cher que ça. Par rapport aux enfants, vous avez pris quel type d'école à distance? Comment ça s'est passé? Alors on a commencé avec les cours Sainte-Anne. On avait choisi de pas prendre le CNED parce que on nous avait dit que pour le primaire, le CNED était pas forcément très adapté à la vie qu'on allait avoir parce qu'il est très lourd à gérer. Et donc on avait pris juste maths, français, anglais avec les cours Sainte-Anne, qui est un cours privé par correspondance. Et c'était top, c'était très bien. Alors c'était un peu dur la première année, on a vraiment galéré parce que c'était un niveau au-delà de, enfin quoi, 1 an après quasi ce que nos enfants avaient. Donc première année, on en a vraiment galéré. Et puis après les 3 années d'après, ça a été. Et la dernière année, on s'est dit quand même, nos filles, elles sont en 3e et en 5e, on va peut-être leur prendre toutes les matières avec le CNED, histoire qu'elles se remettent à jour de tout avant de rentrer à l'école, quoi. Donc elles ont fait le CNED la dernière année. Et le CNED au collège, vraiment très bien. Très bonne impression. Ça leur a donné beaucoup d'autonomie parce qu'ils mâchent pas mal le travail, ils mâchent toutes les étapes et tout. Et ça leur a permis de se remettre un peu sur ordi parce qu'on était plutôt sur papier. Et vraiment top. Enfin, ça s'est très bien passé. On va dire, elles ont des super notes, donc ça s'est bien passé. Ce qui prouve qu'elles ont bien travaillé. Ouais. Et en fait, on se met la pression. C'est vrai, quand on part 1 an, je pense qu'on se met beaucoup la pression. Et nous, au fur et à mesure des années, en fait, on a bien compris que ce qu'ils faisaient pas cette année-là, ils l'apprendраient l'année prochaine parce qu'en fait, ils font la même chose quasi tous les ans. Et donc, en fait, ça glissait pas mal. C'est-à-dire, on a arrêté de se crisper, de s'énerver. T'as pas compris, bah, c'est pas grave, tu comprendras l'année prochaine, ou plus tard. Du coup, on était vraiment plus cool, les années suivantes, quoi. Et c'est vraiment top parce que ça sert à rien de se crisper sur ça. Bon, en tout cas, ça s'est bien passé et vous avez appris à lâcher prise aussi. Voilà, on a appris à lâcher prise, à relativiser et que ça allait bien se passer dans tous les cas. Est-ce que vous aviez prévu, des vaccins, des trucs pour, côté santé, avant de partir? Ouais, on a fait tous les vaccins. Après, on a habité en Afrique avant, donc on avait quand même la fièvre jaune et tout, on avait déjà pas mal. Mais oui, oui, on est repassé par la case vaccin pour tout le monde. Et on est parti avec une énorme pharmacie, mais qu'on a quasi pas utilisée. Avec le recul, est-ce qu'il y a vraiment, des choses, précises qu'il faut vraiment pas oublier, et que vous aviez forcément, mais, qui vous ont été utiles, pendant ces 4 ans? Pas vraiment, on avait tout ce qu'il nous fallait. Comme à la maison? Ouais, comme à la maison. Bah, l'essentiel pour vivre, quoi. Mais sinon, on a manqué de rien. Enfin, en tout cas, on a appris à ne pas manquer, à se dire, bah, si on n'a pas, c'est pas grave, quoi. Au contraire, est-ce qu'il y a des choses que vous aviez, prévues, que vous avez emportées et qui n'ont pas du tout été, indispensables, voire, nécessaires? Pas tant que ça, à part plein de vêtements qu'on a pas utilisés. Mais sinon, globalement, on n'avait pas grand-chose de trop non plus. Bah, beaucoup de jeux, on avait un peu trop de jeux, on a un peu trop de Playmobil et tout. Mais bon, en même temps, c'est quand même cool. On avait quand même pas mal préparé notre truc dans le sens où, bah, on avait juste ce qu'il nous fallait. Sur ces 4 ans de navigation, il y a eu des moments un peu compliqués en navigation. Est-ce que, tu pourrais nous dire quel a été, le moment vraiment, où, limite, ras-le-bol, on rentre quoi? S'il y en a eu? Ouais, bah, il y en a eu, hein, mais ça a pas duré très longtemps à chaque fois. Il y a eu plein de moments où on s'est dit quand tu es à 4 pattes dans une cale à éponger, ta cuve à eau noire qui s'est déversée partout, par exemple, tu te demandes ce que tu fais là, quoi. Oh là là, j'ai l'image, c'est horrible. Ouais, je te fais pas l'odeur ni les trucs, mais ouais. Et il y a des trucs pas glamour, du tout. Ou alors dans des moments de nav où vraiment tu en as ras-le-bol, les conditions pourries, et ça s'arrête pas, tu les problèmes, parce que c'est toujours un peu la même chose, la loi de Murphy, les trucs arrivent, les uns après les autres et puis, on n'a pas compris, des navigations, on enchaîne les problèmes et le truc qui pète et tu pas dormi depuis 3 jours et des trucs, enfin bref, tu dis: «Mais c'est pas possible, quand est-ce que ça s'arrête, quoi? Je veux partir, quoi». C'est ça et finalement ça s'arrête. Ça s'arrête et après il y a des traversées où tout se passait bien, on n'a rien cassé,
Et oui, ça nous est traversé l'esprit plein de fois, hein, mais bon, c'est comme dans la vie, hein. Dans la vie aussi, parfois on a envie d'aller se coucher, d'attendre que ça passe, hein. Les enfants, il y a eu des moments où ils vous ont dit, «Vraiment c'est trop long quoi, j'en peux plus»? Non, jamais. C'était nous. Enfin, c'était moi surtout parce que Hubert est toujours calme et content, c'est juste moi qui fais les montagnes émotionnelles à chaque fois. Lui, ça allait plutôt. Côté budget, on s'attend à quoi, quand on passe 4 ans comme ça, sur les mers? Ce qui est cher, c'est le bateau. Enfin, entre guillemets, le et encore, parce que mon mari, il a commencé à faire la comparaison de si on avait fait un tel voyage, mais en avion et en hôtel. On est carrément gagnant. Mais ce qui est cher, c'est les pièces de bateau, parce que le moindre truc qui casse, c'est facile 1 500, ça monte vite, quoi. C'est des pièces qui sont assez chères. Les voiles, c'est tout de suite plusieurs milliers. Enfin voilà, c'est quand même assez cher. La vie quotidienne, je dirais que c'est à peu près pareil qu'à terre. Selon les pays, très cher et d'autres moins cher. Aux Bahamas, tout était à 10 $ le truc, quoi. Donc la salade, le yaourt, du coup, t'achètes moins de choses et tu manges des pâtes et du riz, quoi. Mais je dirais que c'était la vie quotidienne, quasi le même prix, le même budget qu'on a en France. En moyenne, oui. Ouais. Après, il y a le coût des pièces du bateau et après, il y a le coût du bateau en lui-même qui, nous, c'était notre montage financier. Il était monté comme ça. Ça coûtait à peu près, notre leasing, c'était presque 2 000 € par mois et plus l'assurance qui est chère aussi. Donc, ça fait quand même un beau petit billet pour le bateau. Ça veut dire que, quand vous avez mis 2 ans à monter, le projet, en tout cas à partir du moment où vous avez fixé la date et le moment où vous êtes partis, c'est le moment où il faut, commencer à économiser et le fait d'avoir vendu l'appartement, tout ça a fait que ça a financé tout ça? Ouais, c'est ça. En fait, on est parti grâce à des opérations immobilières. On avait vendu 2 fois notre appart, ce qui nous a permis de dégager une petite plus-value. Et c'est grâce à ça qu'on est parti, qu'on a acheté le bateau. Et après, non, on n'a pas économisé que sur 2 ans, on a économisé sur bien plus. On avait ce projet depuis une quinzaine d'années, et donc on a économisé quasi depuis qu'on s'est mariés quoi. Bon alors non, on ne veut pas cadeau de mariage, on veut que vous mettiez de l'argent sur un compte qui servira à financer notre voyage de dans C'est 10 ans. ça. Mais après, c'était notre montage financier. On a croisé des familles incroyables qui sont parties en 6 mois, qui sont parties avec des bateaux d'occasion moins chers, qui avaient des budgets beaucoup moins élevés et qui vivaient le même voyage. Après, nous, on avait choisi d'être un peu à l'aise et de pouvoir louer des voitures, faire des visites, parce que c'était un peu le but du voyage, quoi. Mais il y en a qui voyageaient juste comme ça et qui, du coup, louaient pas de voiture, faisaient pas de visites, mais sont allés dans les mêmes endroits que nous, quoi. Waouh! Quel voyage! 4 ans, c'est quand même pas commun et c'est trop chouette que tu nous aies raconté tout ça. Comment on repart en vacances après un tel voyage? C'est quoi votre prochaine destination? C'est pas évident. On n'est pas prêt à partir une semaine, quoi, parce que ça va être compliqué pour nous de pas avoir le temps. On va aller voir mon beau-frère et ma belle-sœur qui habitent à Abu Dhabi maintenant, ceux qui étaient en bateau avec nous et qui se sont installés en tant qu'expats à Abu Dhabi. Donc en février, on va à Abu Dhabi. Donc là, on est trop contents. Et après, notre vision du truc, c'est vraiment de se faire, je pense, des road trips avec notre voiture en Europe et d'avoir le temps, enfin, de partir minimum 3 semaines et vraiment d'y aller comme on le faisait, c'est-à-dire sans se boucler plein de trucs au fil du vent, quoi. Abu Dhabi, ça va vous changer? Ouais, à Abu Dhabi, on n'est pas prêt, je pense. Mais bon, eux, ils ont fait direct le bateau à Abu Dhabi, donc je pense qu'on va réussir à y passer. Non, mais ça va être super cool. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast? Là, j'en ai plein, j'en ai pas là tout de suite. Le Japon, peut-être, mais je crois qu'il y a déjà un podcast sur le Japon. Il y en a 2 même et il faut que je me motive pour, faire raconter mon voyage au Japon de cet été. Mais, tu sais, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés donc, comme, c'est moi qui dois faire, je fais pas. Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver? Et ben, sur Instagram, on a tout notre voyage qui est exposé sur le voyage de Kumbaya. Je mettrai ça dans les notes de l'épisode, évidemment. Avec plaisir. Merci beaucoup, 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 beaucoup Juliette pour, avoir complété ton carnet de bord sur le podcast. Merci à toi, Stéphanie, de m'avoir reproposé. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez écouter d'autres voyages, plus de 100 épisodes entre conversations, top 5, galère ton voyage et mes reportages sont disponibles sur le blog ou en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment. Et tout ça, gratuitement. N'hésitez pas à le partager à d'autres parents en quête d'inspiration pour leurs prochaines vacances et à ceux qui pensent que voyager avec des enfants, c'est trop compliqué.
Si l'épisode vous a plu, dites-le moi sur Apple Podcasts, Spotify ou encore sur Instagram en me taguant à famillevoyage_blog. C'est aussi le bon endroit si vous voulez partager un voyage ou me demander un carnet de voyage sur une nouvelle destination. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.